Alors, je vais rester debout, ça va me permettre de rester un peu plus éveillé et plus vif. Alors, il faut juste que je m'installe. Voilà. Alors, j'ai intitulé cette intervention, là, Should I Stir, Should I Go? Vous verrez pourquoi, sur l'idée de la séparation. Et notamment sur la difficulté à se séparer des clients ou des patients que l'on peut voir. Moi, je suis parti tout de suite quand Christine a parlé de ce thème-là, je suis parti de l'idée de situation clinique qui me venait en tête, parce que très souvent, enfin, on accompagne des patients, nous soignants, et on accompagne leur histoire de vie. Et dans leur histoire de vie, il est souvent question de séparation, de deuil. J'ai l'impression même de faire que ça, enfin, que c'est très, très présent dans l'accompagnement que l'on a avec les patients. Et donc il y a plusieurs situations qui me sont venues en tête là, dans le parcours de vie des patients. Et c'est assez éclairant de voir, enfin pour moi, de voir combien c'est ces patients-là ont des expériences qui sont confuses, des relations avec leur famille, des relations avec leurs conjoints, qui sont difficiles quand les addictions sont présentes et sont sévères. Et alors, c'est clair que les problématiques de séparation et d'attachement, c'est problématique pour tout le monde, mais c'est encore plus problématique pour les patients qui, eux, quand ils sont dans une dépendance, ils ont une problématique donc d'attachement avec leur objet de dépendance, mais aussi avec tous les liens qu'ils peuvent avoir, les liens, on va dire, affectifs, sentimentaux et compagnie. Et alors, ce qui est particulier, je trouve, moi, dans les patients qu'on peut voir, qui ont ces problèmes-là, c'est dans leur expression. C'est-à-dire que finalement, tout le monde a des problématiques d'attachement, mais la forme et l'expression que va prendre ces problématiques, ces difficultés, sont assez particulières. Et c'est ça que je vais essayer de souligner ici. Et que la forme, ça se fait souvent dans une expression un peu d'usure ou alors une expression de rupture. Et c'est ça que je vais essayer, sans faire trop de généralité, mais essayer d'apporter quelques réflexions à partir des situations donc, qui me sont venues en tête. Alors, on va commencer par ce que j'appellerais les séparations par l'usure. Alors les séparations par l'usure, c'est souvent quand on voit fréquemment des patients qui viennent, des patients aux prises avec des addictions, qui ont des difficultés de couple. Donc ils sont déjà en couple et puis ils arrivent parce que ils s'entendent plus avec leur conjoint, leur conjointe. Et donc c'est un motif très fréquent de consultation. Donc il y a la crise à la maison avec le conjoint, il faut faire quelque chose. Donc ils viennent en consultation, sinon il y a une menace. Alors la menace, alors souvent c'est elle qui menace parce que c'est souvent le plus souvent la conjointe qui amène le conjoint à consulter. Donc elle menace de se séparer, elle menace de le mettre à la porte, et lui est désemparé et malgré ses efforts véritables, il ne sait plus comment faire, et ça a même tendance des fois à majorer son addiction, et il donne l'impression de tout faire pour être rejeté. Il donne l'impression que, alors qu'elle lui met des ultimatums, et ben au contraire, ça continue, voilà, ça. Et alors, j'imagine que vous avez déjà croisé ce genre de situation, enfin des situations comme ça. Et alors, plus la menace gronde, plus l'addiction empire, et ça devient de plus en plus problématique, notamment au niveau relationnel. Entre eux notamment, puis ça déborde sur toute la famille, la belle famille, enfin voilà. Et donc il y a une espèce de guerre d'usure qui s'installe, qui est faite souvent de la guerre de victoire de temps en temps, l'impression que c'est fini, et puis de déception à d'autres. Donc cette guerre d'usure là peut durer et peut prendre du temps. Alors bien souvent la femme où le conjoint s'accroche et met des années vraiment à se décider avant de partir. Ça, c'est
quelque chose qu'on voit fréquemment. Lui, il menace de partir, celui qui a des problèmes d'addiction, souvent il menace de partir ou il menace d'aller encore plus mal. C'est souvent ça qui rend les choses difficiles pour prendre les décisions, parce que ça se majore. Mais il ne parvient jamais véritablement à formuler des reproches ou ce qui ne va pas ou ce qui fait qu'il a l'impression que ça ne va pas. Et il se place de manière assez passive, bien qu'active en apparence, mais finalement il est très, très passif. Comme dans cette chanson qu'on a entendue tout à l'heure, comme dans la chanson des Clash, là, Should I stay or should I go? En gros, il dit, tu dois me dire quoi faire, je reste ou je reste pas. Si je pars, attention, ça va chauffer, mais si je reste, ça va être pire. Voilà. Alors je fais quoi? Voilà. Bon, c'est la traduction du couplet, quoi. Voilà. C'est dans les deux cas, de toute manière, ça ne va pas. Et en tout cas, c'est pas lui qui qui va se placer pour prendre la décision. Alors comment ce processus-là s'installe, finalement, comment il provoque le rejet tout en étant terrorisé de l'abandon, au fond. C'est ça qui se joue. Alors j'ai en mémoire plusieurs patients qui étaient dans ce processus-là, et ils étaient pris, eux, souvent dans des loyautés terribles vis-à-vis de leurs femmes, leurs femmes les avaient accompagnés depuis des années. Ils avaient même eu des enfants avec ces femmes. Les femmes les avaient accompagnés dans les moments les plus terribles. Ils se voyaient mal, alors qu'ils avaient traversé des moments très difficiles ensemble. Comment faire pour, à un moment donné, 5 ans, 10 ans après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, comment faire pour laisser tomber, quoi, les laisser tomber, passer à autre chose. Donc ils étaient pris dans cette histoire de loyauté-là, et ils continuaient, eux, trouver comme seule solution que de continuer à faire les 400 coups, malgré eux, un peu, dans une position presque adolescente vis-à-vis de leurs femmes. Souvent, on entend les femmes dire, je dis les femmes, mais parce que c'est le plus fréquemment, mais souvent dire, ça va changer maintenant. Ouais. Il y a plus de femmes dans les addictions, et je ne sais pas si cette parité est bien, mais on entend souvent dire, oh là là, j'ai un ado de plus ou un enfant de plus à la maison, dans le sens où, voilà. Donc, dans ce sens-là, où tu dis. Et il faut même parfois, effectivement, rappeler que la femme doit rappeler. Mais bon, là, dans ces situations-là, ouais. Bon, alors vous voyez de quoi je veux parler, quoi. Et c'est impossible donc pour ces patients de prendre la moindre décision, et ils se réfugient souvent se réfugier derrière ou dans la consommation. Et puis petit à petit, avec l'usure, la situation peut évoluer. Alors je me souviens de patients comme ça, pendant des années on les a accompagnés, à chaque fois ils mettaient en avant le problème avec la conjointe, ils disparaissaient plusieurs jours, ils réapparaissaient à la maison, mais avant de passer à la maison, ils passaient à Marmottan pour soit demander une petite hospitalisation, soit téléphoner, enfin bon, pour dire quand même je fais quelque chose, je m'en occupe. Et cette situation a duré des années jusqu'à ce qu'il parte en communauté et puis accepte petit à petit, lui, de changer et aussi d'accepter les reproches qu'il pouvait faire à sa femme, et de son côté, que la conjointe aussi n'essaie plus de le sauver, n'essaie plus à tout prix le sortir de là, et accepte de le laisser partir. Et alors nous, notre travail, c'est plus de les accompagner à travers les résolutions, des résolutions les plus heureuses possibles de ces situations, et d'essayer de faire que la guerre d'usure ne dure pas trop longtemps. Donc ça, c'est dans le côté guerre d'usure, mais il y a d'autres situations qui me sont venues aussi. C'est chez ces patients-là qui vivent des séparations toujours de manière difficile. Un autre aspect, donc, c'est les parcours de vie qui sont marqués par une précocité dans leur autonomie. C'est-à-dire que très souvent, nos patients sont partis fréquemment de la maison, ils sont partis jeunes de la maison familiale, ils ont bénéficié d'une très grande liberté, ils ont eu des relations amoureuses très précoces, parfois même une parentalité précoce, et ceci leur a conféré très rapidement une pseudo-autonomie,
Et certains même se sont mis en couple très jeunes. J'ai même un patient qui me raconte, enfin qui a raconté, que lui, il a commencé à être en couple de 13 à 20 ans. C'est-à-dire qu'il a vécu de 13 à 20 ans dans une relation amoureuse, comme si c'était sa femme. Il vivait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, enfin chez les parents de l'un, chez les parents de l'autre. Et puis il a commencé à avoir des problèmes un peu de consommation, d'héroïne notamment, puis la relation s'est dégradée. On peut se demander dans quelle mesure c'était pas aussi une manière de sortir de cette relation-là, enfin de la rendre invivable et de laisser pourrir la relation. Et ensuite, après ces 20 ans, il n'a plus jamais, maintenant il a presque 50 ans, il n'a plus jamais eu de relation durable avec quelqu'un. C'est un peu comme si au niveau affectif, il avait eu une vie un peu à l'envers, quoi. Il commençait par une relation durable, une espèce de vie à la Benjamin Button au niveau affectif, là, un peu comme ça. Ce qui est très étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'il me raconte que vraiment, il avait tout d'un adulte entre 13 et 20 ans dans ces moments-là. Et c'est souvent intéressant de s'intéresser au premier amour des patients. Moi, c'est quelque chose qui, à chaque fois, m'intéresse. Je les questionne un peu, de savoir comment ils ont passé ces expériences-là, qui sont souvent intenses, fusionnelles, chez tout le monde, mais comment elles peuvent prendre un tour particulier chez les patients qui ont du mal à vivre la séparation. On sait que c'est une véritable épreuve, que beaucoup décrivent comme un véritable cataclysme. C'est-à-dire que quand il y a la séparation du premier amour, c'est là qu'il peut y avoir des passages à l'acte, des prises de risques, des conduites addictives encore plus sévères. Et c'est vraiment presque un test diagnostique. Non, mais ça pourrait presque être un test diagnostique sur la manière dont quelqu'un fait, sur la possibilité, en tout cas, de vivre cette épreuve-là. Presque un test de solidité des assises narcissiques, d'une certaine manière, mais aussi de comment ça se passe à un moment donné. C'est pas juste ce qui a pu se passer dans la petite enfance, c'est aussi le moment où ça se passe et les conditions d'existence à ce moment-là qui sont mis en péril, de contenance de l'entourage et de l'environnement. Je me souviens d'un garçon qui parlait, lui, d'une relation qui avait duré de 15 à 20 ans, et puis quand elle est partie, il n'y croyait pas, et lui, selon ses termes, ça a été un véritable tremblement de terre. C'est-à-dire que pour lui, le monde s'est effondré, mais d'une manière... tout le monde a vécu ça, enfin, on est nombreux à avoir vécu ça, à avoir senti cette douleur-là de première séparation et d'être étonné combien ça peut faire mal. Mais pour lui, c'était... la manière dont il le décrivait, bien plus que ça encore. C'était tout le monde qui s'effondrait autour de lui, au point qu'il n'a jamais pu, par la suite, véritablement s'attacher à nouveau et développer des relations suffisamment tranquilles avec des compagnes. Il dit même qu'il a pris beaucoup d'opiacés, qu'il a multiplié les conquêtes, et selon ses dires, il multipliait les conquêtes un peu comme un animal, dans un rapport très égoïste à l'autre, où l'autre n'existait pas, quoi. Il s'est un peu stabilisé ces derniers temps, mais toujours dans une méfiance de la relation, avec une peur d'être abandonné, et ce qui fait qu'il gère ça comme il peut, voilà, toujours à redouter, et pour gérer ça, souvent il a des petits écarts qui lui permettent plus d'agir et pas subir, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, c'est les premiers amours et ces premières séparations. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe. Un autre point que je retrouve chez les patients, c'est le nombre de situations où ils sont en rupture. Plus les patients sont en difficulté, en précarité, plus c'est criant. Nombre de patients sont partis tôt de la maison et ont quitté leur famille d'origine de manière assez abrupte,
Et ils ont adopté des vies en rupture de leurs parents et de leur fratrie, en vivant assez loin d'eux. Mais ce qui est assez étonnant, c'est combien ils gardent très présent dans leur quotidien les traces de cette absence. C'est comment elle reste. Je suis étonné de voir des gens qui sont à la rue, qui sont vraiment en grande précarité. On dirait qu'ils sont loin de leur famille, même géographiquement très loin. Mais combien cette absence est vraiment très présente, et parfois elle est tellement présente qu'elle ne peut pas faire autrement que se manifester d'une manière ou d'une autre dans leur vie de tous les jours. Pour exemple, il y a un patient qui, lui, il a une cinquantaine d'années, c'est un ancien pâtissier, il fait la manche dans le métro, ça fait des années qu'il ne travaille plus, ça fait des années qu'il prend du crack et qu'il est vraiment en grande précarité. Et il évite à chaque fois de prendre les lignes de métro, d'aller faire la manche dans les lignes de métro, où il pense il risque de rencontrer sa sœur qui ira au travail. Mais ça fait au moins 5 ans ou plus qu'il n'a pas eu de nouvelles. Donc peut-être que le paysage et que les lignes de métro de sa sœur ont changé. Mais pour lui, il reste là-dedans et il reste persuadé que... en tout cas, ça reste dans sa mémoire et ça reste présent, les endroits qu'il évite et tout. Il y en a un autre qui m'a raconté que quelqu'un qu'on a suivi pendant longtemps, qui a une relation très très difficile avec sa mère, qui est beaucoup trop bonne pour lui, beaucoup trop intrusive pour lui, et il préfère clairement être dehors que de l'avoir sur le dos. Et bien sûr, il y a eu des histoires terribles entre eux, et il lui en veut terriblement. Mais malgré ça, il reste donc à Paris, dans le coin, et il reste pas loin de chez elle, et il raconte que régulièrement, il passe en bas, quasiment tous les jours, pour vérifier qui a la lumière qui est allumée chez elle. C'est dans quelque chose assez inimaginable, quoi, qui est, pourtant est vraiment en décalage et paradoxal par rapport à la colère qu'il a contre elle. Et alors... un autre exemple encore, c'est quelqu'un qui vient à peu près chaque semaine chercher un traitement de substitution, et on le voit très régulièrement, qui vit régulièrement à la rue aussi, en ce moment il est à nouveau à la rue, qui a plus de 40 ans, et il parvient toujours à rester très clean, propre sur lui, il fume du crack, il se débrouille comme il peut dans la vie, et lui, à chaque fois qu'on le voit, il a son téléphone portable et un chargeur. Chaque fois, quand il vient dans la salle d'attente, il branche son téléphone. Quand après on passe dans le bureau pour faire l'entretien, il branche son téléphone. Il est toujours avec son téléphone et toujours en train de le recharger pour pouvoir rester en contact essentiellement avec sa mère. Alors qu'ils sont très fâché avec l'ensemble de la famille. Ils habitent en France assez loin. Il garde comme ça le fil avec sa mère uniquement, qui s'appelle quasiment tous les jours. C'est dans une relation très particulière. Il ne parle pas au reste de la famille. Il ne parle que à sa mère, qui lui donne des nouvelles un peu de la fratrie, du père avec qui il est fâché, tout ça. Mais ils sont dans une modalité où il y a juste ce lien-là. Et il lui dit le minimum pour pas qu'elle s'inquiète. Et donc c'est le fil qui le rattache à sa famille. C'est aussi dans un aménagement assez bizarre, quoi. Voilà. Et alors sur l'appel à la mère, je me souviens d'une fois on était en supervision de thérapeutes familiaux, et puis il y a le superviseur qui demande à chacun de dire tous les combien ou combien de fois par semaine on appelle sa mère. Alors, je trouve que c'est une question, en tout cas, pour ceux qui ont la possibilité d'appeler leur mère. Combien de fois on appelle sa mère? Alors c'était assez drôle de voir comment les réponses des uns et des autres, parce que chacun y allait de ah non mais moi je l'appelle tous les jours en ce moment parce que c'est particulier, tout ça, pensant que c'était trop tous les jours. D'autres disaient ah ben non moi je l'appelle pas beaucoup, c'est mieux comme ça. Les autres pensaient que c'est parce qu'ils étaient fâchés. Enfin, les réponses étaient toutes différentes, et c'est un peu ça que voulait amener le superviseur là, c'est que finalement il n'y a pas de standard, il y a différents types de relations qu'on peut avoir, qui peuvent évoluer à différents moments, mais c'est rigolo les croyances que on peut avoir par rapport à ça.
Sur les portables, d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait, sur la séparation, sur lequel on pourrait réfléchir un peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde bizarre, où on est de moins en moins séparés, où le portable permet d'être constamment connecté en lien. Et pourtant, on n'a pas l'air plus rassuré. Tous les ados, ils ont des portables de plus en plus tôt, et pourtant, les parents sont toujours aussi inquiets, voire même plus inquiets. Donc il y a un effet assez paradoxal de ce lien-là. Sur la rupture, pour revenir sur les patients qui sont comme ça en rupture, on pourrait multiplier les exemples de personnes qui sont isolées, en partie par choix, en partie par défaut, et qui gardent comme ça en présent dans leur quotidien les traces de leur famille. Ils les voient plus depuis des années, mais ils restent comme ça à penser souvent à eux, à penser à travers eux, à penser en référence à eux, et dès qu'on discute un peu avec eux, c'est très présent dans leur discours. Et alors moi j'ai mis du temps à comprendre que finalement la rupture, ça signifiait pas séparation. Alors qu'au contraire, la rupture, ça n'avait pas forcément à voir avec l'indifférence. C'était souvent un des seuls moyens d'aménager la relation qui était trop fusionnelle, trop intrusive, trop douloureuse. Et que rupture, c'est pas forcément séparation. En tout cas, c'est plus de l'ordre de la déchirure que vraiment d'une séparation qui a pu être pensée, qui a pu être parlée, qui a pu être intégrée d'une certaine manière. Et donc ça reste un peu comme ces événements traumatiques là qui sont pas forcément bien assimilés. Et l'addiction et les effets des opiacés et des autres drogues, ça contribue probablement dans l'aménagement de cette distance relationnelle où on laisse les choses un peu à distance, un peu loin, un peu près, entre deux. J'ai encore des petites choses. Allez. Quoi ? 5 minutes ? Alors, une des questions souvent qu'on se pose, c'est est-ce que ces gens qui sont en rupture, là, et plus ils sont en rupture, plus on peut se poser la question, c'est est-ce que reprendre contact avec la famille ou les aider à reprendre contact pourrait avoir un intérêt. Les patients dont je vous ai parlé, c'est vrai que le premier mouvement, on va dire soignant, aidant, ça serait de les inviter à faire en sorte de les réconcilier, de rabibocher la famille et tout. Et souvent, c'est assez catastrophique, quoi. Je sais que j'en ai fait les frais, pas moi, mais les tentatives ont fait que les patients en ont fait les frais. Ou alors, des fois, ça arrive qu'ils aient l'occasion, parce que tout d'un coup, ils sont appelés, on leur dit, il y a un tel qui est décédé, il y a la mère qui est à l'hôpital, et donc ils font l'effort d'aller retrouver la famille. Et là, alors au début ça peut aller, mais très rapidement, ces retrouvailles sont à nouveau l'occasion de retrouver des styles relationnels compliqués, la déception pointe vite, voire l'humiliation, et c'est souvent compliqué pour ces personnes. Et donc, plus la rupture a été violente et intense, souvent plus reprendre contact est vraiment difficile, quoi. Alors, il faut quand même travailler pour que les personnes parviennent à métaboliser un petit peu cette séparation. Donc des fois, ils ont besoin d'aller se confronter plusieurs fois un peu à reprendre contact avec la famille pour s'apercevoir que ils devront accepter à un moment donné cette chose, enfin l'idée qu'ils reprendront une relation normale ou saine. Mais il faut y aller prudemment. Et il y a Jean Furtos là, qui écrit sur l'auto-exclusion, qui explique bien comment les gens, quand ils se sont auto-exclus comme ça, se séparer d'eux-mêmes pour pouvoir vivre des situations très compliquées et de grande précarité, les
les ramener, ramener le sujet, les ramener à eux-mêmes trop rapidement et les ramener à leur relation avec les proches, tout ça, trop rapidement, c'est presque contre-productif et dangereux, que ça donne des lieux à des passages à l'acte qui peuvent être violents, incompréhensibles, paradoxaux et compagnie. Donc c'est vrai que ce travail-là d'essayer de reparler du passé, ça doit être fait avec prudence d'une certaine manière et voilà, que aborder la séparation, ça peut être fait que en développant aussi un lien suffisamment contenant pour pouvoir travailler cette chose-là. Ça me fait penser qu'on parlait beaucoup d'appartenance ce matin, là, et du sentiment de faire corps et d'appartenir, et que l'appartenance, c'est quelque chose qui permet justement non seulement de soigner, mais c'est même au-delà du soin, c'est le sentiment d'appartenance qui permet finalement de se sentir autonome. C'est-à-dire que le couple appartenance-autonomie fonctionne ensemble, c'est parce que on appartient et qu'on a un vrai sentiment d'appartenance qu'on parvient à être autonome et organiser ses choix et compagnie. Donc le vrai travail pour aider les gens qui sont en grande rupture comme ça, c'est de leur permettre de trouver des lieux, des relations, pour à nouveau faire corps et avoir un sentiment d'appartenance suffisant. Donc voilà ce que je voulais souligner, c'est que chez nos patients qui sont particulièrement sensibles aux problématiques d'attachement et de séparation, l'expression de ces difficultés, elle a souvent un aspect paradoxal, quoi. Elle provoque souvent le rejet pour tester la solidité ils provoquent souvent le rejet pour tester la solidité du lien, et ils font souvent porter la responsabilité de la relation aux autres. Parce que pour eux, c'est difficile de porter cette responsabilité, c'est difficile à assumer. Et que leur appétence relationnelle est vraiment tellement grande, les attentes sont tellement intenses que les enjeux sont à la hauteur de tout ce qu'ils y ont mis, quoi. Et donc l'usure, la rupture sont des manières un peu d'interroger et d'être en relation. Et notre travail, c'est essayer d'aider à dérouler ça, essayer de penser un peu dans le temps le rapport aux autres et leur permettre justement des appartenances, en tout cas de pouvoir faire en sorte que tous ces liens passés qui sont restés très vifs puissent se refroidir un petit peu. Voilà. Merci Mario. Le titre même de ton intervention était particulièrement bien choisi, si je peux me permettre. C'est-à-dire que d'emblée, ça met le titre du morceau plus le nom du groupe. On est tout de suite, on est tout de suite dans l'histoire. Ça concerne ce que nous avons tendance à appeler habituellement en clinique l'ambivalence, should I stay ou should I go, en plus abordé sous l'angle de devoir, devrais-je, pas voudrais-je, mais plutôt devrais-je. Ce qui illustre ce que tu viens de dire là pour terminer, c'est-à-dire laisser à l'autre, faire éventuellement à l'autre quelque chose qui va décider de la question, plutôt que de pouvoir assumer soi-même, de vouloir ceci plus que cela, et trancher, décider, se séparer de l'indécision, pourrait-on dire. Alors que cette ambivalence souvent entraîne plutôt des ruptures que des séparations, et la rupture, comme tu l'as très bien illustré, peut constituer, peut ramener à une espèce de présence de l'absence, quoi. Une présence ubiquitaire, comme a dit Catherine tout à l'heure, par rapport à autre chose. Alors que la séparation pourrait se rapprocher plus de quelque chose de l'ordre du détachement, qui se fait dans le sens de la différenciation, de l'individualisation, mais en gardant
en gardant ce qui contribue à nous constituer, à constituer ce que nous devenons. Auriez-vous des remarques, madame? Merci. Oui, moi je suis très intéressée par la façon dont vous avez mis en évidence ce problème des très jeunes couples. En fait, ce sont souvent des jeunes qui, dans la crise de l'adolescence, du moins moi pour ce que j'ai pu constater, n'arrivent pas à ce processus d'individualisation et qui refont un faux couple avec une partenaire qui peut avoir vécu elle aussi de son côté les mêmes difficultés, et ils font semblant. C'est-à-dire qu'ils ont tout l'air d'être un couple, mais en réalité, il y a une espèce d'étayage à deux, ils font constamment semblant. Quand ils finissent par quand l'âge passe, ils se retrouvent l'un comme l'autre avec les mêmes problématiques du début de l'adolescence. Comment je fais pour nouer des liens? Comment je fais pour être moi en restant avec quelqu'un d'autre? Enfin, toutes ces problématiques se retrouvent et n'arrivent pas à se résoudre jamais. Et là, effectivement, le produit vient combler cette espèce de manque, comme une tétoche à 3 ans dont l'enfant n'arrive pas à se départir, même quand il rentre à l'école maternelle. Je raconte ça parce que je suis aussi très frappée de voir qu'à 3 ans, l'âge d'entrée à l'école, les parents n'arrivent pas à aider l'enfant à se séparer de la tétoche, et les directrices d'école maternelle intelligentes font confectionner des petits sacs en tissu aux mamans pour que le petit puisse mettre la tétine, mais ils sont déjà grands, et on sent que les mères ont un mal de chien actuellement à aider l'enfant à se détacher doucement pour arriver à grandir. Et on retrouve, je trouve que de plus en plus, et c'est en ce sens où on dit la société addictive, il y a un peu il y a aussi quelque chose d'individuel dans le groupe familial qui fait que souvent l'enfant et l'adolescent font semblant d'être des grands, que les petites filles se déguisent en petites putes, enfin bon, avec l'aide mais sans qu'elles soient vraiment... Ce sont pas des grandes, ce sont des poupées déguisées en grandes. Et on retrouve ça, et ça pose des problèmes, à mon âge, des problèmes qui n'existaient pas il y a 30-40 ans. On trouve des nouveaux problèmes, justement, dans le fait de grandir, de devenir un adulte autonome chez les gens. Voilà. Je vais dire un truc, après je te passe si tu veux. Je vais me permettre, après votre intervention, de partager avec vous quelques expériences intimes de séparation en ce qui me concerne, auxquelles j'ai été ramené forcément en réfléchissant à ce mot. J'en ai un souvenir relativement vague, mais il semble que un de mes expériences, enfin qu'on m'attribue une expérience très douloureuse de séparation au moment où je suis entré à l'école. Pas de la totoche, j'en avais pas. Il semble d'une manière générale que j'ai pas tellement de mal à me séparer en général. Et le totoche, j'en voulais pas, on essayait de m'en refourguer par force, des totoches, on en mettait, paraît-il, plusieurs dans le lit, etc., parce que je dormais pas la nuit, je gueulais, etc., mais la totoche, j'en voulais pas. Et au moment de l'entrée à l'école, l'histoire dit que j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de ma mère, mais avec le temps, j'ai fini par me dire que c'est peut-être elle qui a eu beaucoup de mal à se séparer de moi. Donc maintenant, ce que je fais, c'est ce que je considère être comme le minimum syndical, une fois par semaine. Je fais... Alors, l'autre expérience intime de séparation, donc après je vais passer le micro à Mario, c'est dans mon expérience clinique en tant que thérapeute. C'est-à-dire que ma manière de travailler, c'est miser beaucoup sur la relation,
sur la permanence, de la confiance, etc., sur la relation. Et il se trouve que il y a quelques années, j'ai décidé de quitter l'institution dans laquelle je travaillais depuis pas mal d'années pour aller travailler, habiter ailleurs, etc. Donc il a fallu à ce moment-là que j'accompagne aussi certains de mes patients dans cette séparation. Pour certains, ça s'est très bien passé. Il y en a certains que j'avais déjà usés avant même que je parte, et puis ils s'étaient détachés eux-mêmes, ce que je considère être une bonne issue finalement. Et puis je me suis retrouvé avec quelques-uns qui me disaient « tu peux pas me faire ça ». Je dis « comment ça, je peux pas ?» Et puis quoi encore ? Tu peux pas me faire ça. Mais bon, j'ai pas pu m'en tenir à juste leur dire que comment ça, je peux pas, bien sûr que je peux. Et essayer de l'accompagner. Et à ce moment-là, j'ai dû mobiliser de façon beaucoup plus soutenue, beaucoup plus appuyée, beaucoup plus soulignée, un certain nombre de choses que je faisais, je pense déjà, mais de façon très implicite. C'est-à-dire essayer de leur faire admettre que, même séparés, nous resterions unis. Et même unis, nous étions déjà séparés. Oui, je voulais juste réagir à ce que vous disiez là sur les couples jeunes ou avec l'idée c'est quoi, de l'autonomie, d'une pseudo-autonomie très précoce. Je voudrais pas faire de généralité, c'est-à-dire que et quand même se dire que la plupart du temps, les personnes qui se mettent en couple jeune, elles y arrivent. Après, elles trouvent les moyens de faire autrement. C'est-à-dire que c'est plus dynamique que ça. Mais c'est d'abord une solution, et puis pour certains, les solutions fonctionnent, pour d'autres, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Là, on parle de situations qui sont des situations problématiques, de gens qui viennent consulter, qui sont pris dans des addictions sévères. Voilà. Donc forcément, on voit... Mais c'est important de penser qu'il y a aussi des dynamiques, et que il ne faudrait pas penser que parce que forcément à la petite enfance il y a eu des problématiques dans le premier processus de séparation, individuation, que l'adolescence il y en aura aussi, puis qu'on est à ce point déterminé. C'est vrai que c'est pas que les cartes se rebattent, mais c'est un peu plus plastique que ça, fort heureusement, et qu'on peut trouver dans son entourage des nouvelles dynamiques, des alliances. Et c'est pour ça que la part de contenance et de réaction de l'entourage à un moment donné, à l'adolescence, est aussi primordiale, quoi. C'est comment on va pouvoir réagir. Ouais. Excusez-moi, une question ? Une question, mais une réponse avant la question. Ouais, en fait, c'est pas une réponse, c'est à votre question, madame, et à ce que vient de dire Mario. Ce à quoi ça me fait penser, c'est à la question d'un effet un peu à retardement de la question du sida. C'est-à-dire qu'on a vu toute une génération de jeunes gens se mettre en couple très tôt, parce qu'effectivement, la peur, il y a eu beaucoup de prévention par rapport au VIH, et il fallait le faire, bien sûr. Mais je pense que ça a eu un effet rebond, et notamment l'inscription, comme ça, dans des relations de proximité, de couple, très tôt, qui étaient totalement adoubées par les parents. Donc ça, de ma génération, c'était même pas on y pense, même pas t'y réfléchis, même pas on rêve. Une génération un peu après, pourquoi pas, mais enfin, c'était très exceptionnel. Pour la génération de ma fille, peut-être un petit peu avant, elle a 30 ans, eh bien, les parents ont plus que toléré, comme une réduction des risques, le fait de cautionner ces jeunes couples à la maison. Voire, on entend beaucoup, de plus en plus, des parents dont les gamins sont à la maternelle, et comme pour se rassurer qu'il est bien normal ou qu'elle est bien normale, alors ton petit copain, et on voit parfois le gamin faire genre, elle me fatigue.
ou il me fatigue, devenir tout rouge, très mal à l'aise. Hein. Donc le couple comme norme, aujourd'hui, est protecteur à la fois de la question des drogues et à la fois de la question des pathologies. Voilà, c'est peut-être une divagation, mais en tout cas... Non, pas du tout. Pas du tout. La question, maintenant. Allez-y. Non, il n'y avait pas une question, Bonjour. au fond? Oriane Ochoa, psychologue clinicienne. Je voulais rebondir sur le fait de séparer vraiment et de différencier ces définitions entre rupture et séparation qui me paraissent vraiment intéressantes. Parce que, effectivement, dans la question de la rupture, il y a quelque chose de violent, finalement, comme dans un deuil. Quand on apprend la nouvelle, c'est quelque chose qui tombe, auquel on n'est pas préparé. Et du coup, je voulais mettre en lien ça avec la question du deuil dans ces premières relations amoureuses, où la rupture fait qu'on n'arrive plus à passer à autre chose. Donc, voir si ce travail de deuil peut être fait. Sinon, on est dans une sorte de deuil compliqué, pathologique, et peut-être qu'on tomberait carrément dans une, si j'ose le terme, mélancolie amoureuse, qui nous empêcherait, comme votre patient, de renouer quelque chose de fort et de pouvoir s'attacher autrement à quelqu'un d'autre. Donc voilà, remettre en lien peut-être ce travail de deuil qui finalement, quand on arrive à faire son deuil, à faire ce travail de deuil, on accepte qu'on n'oubliera jamais la personne qu'on a perdue. Oui, dans toute séparation, il y a un travail de deuil, et l'analogie avec le travail de deuil est évidente. Je faisais l'analogie avec le travail du psychotraumatisme, c'est un peu le même genre. C'est comment intégrer, penser, intégrer, verbaliser les choses qui nous arrivent. Oui, allez-y. Bonjour, Cyril Marbois, psychologue. Merci Dr Blaise pour votre intervention. J'avais une question concernant la séparation avec les premiers objets d'affection, la famille, les parents ou la famille plus étendue, où vous faisiez la remarque que lors de cette séparation avec la famille, il pouvait y avoir tout un ensemble de difficultés assez importantes, et parfois il y avait en parallèle de ça une utilisation plus importante de substances psychoactives, de psychotropes, et qu'il y avait eu l'hypothèse que d'essayer de recréer des liens, retisser des liens, peut-être plus tard avec cette famille dont le patient avait pu se séparer, ça pouvait aider, et puis qu'au final ça ne se passait pas du tout comme ça, qu'il y avait assez rapidement des difficultés assez importantes qui réapparaissaient. Alors ma question, enfin deux questions, est-ce que à ce moment-là, vous remarquez à nouveau un plongeon dans la consommation de psychotropes? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est du coup un petit peu quelle préconisation est-ce que vous voyez par rapport à cette question de la séparation, en se disant qu'effectivement, c'est de retisser des liens suite à cette séparation, en fait, ça ne va pas nécessairement aider. Donc voilà, un petit peu, c'est ça mes deux questions. Merci. Sur la remajoration des consommations, là encore c'est difficile de faire des généralités, mais j'ai des exemples comme ça par exemple d'un patient qui a été appelé alors qu'il ne voyait plus du tout sa famille, il avait cherché à avoir des nouvelles, mais il a été appelé parce que son frère était à l'hôpital, un accident de moto, tout ça, et il est allé dans la ville où il était à 200 km sans chercher, sans savoir où il allait dormir et rien. Il a tellement été mal reçu par sa famille, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu es venu, enfin tout ça, qu'il s'est mis toute la nuit à reconsommer dans les rues, et enfin, bon, dans une réaction comme ça, voilà l'exemple qui me vient en tête, mais dans le sens où, oui, effectivement, c'est souvent une solution, le fait de consommer, qui peut revenir face à des déceptions, des choses comme ça. Mais quand je parlais de ça, c'est que j'ai vu la difficulté avec laquelle
les patients, enfin les difficultés qu'ils avaient à renouer avec la famille. Et combien de fois le travail, c'était de les aider à accepter qu'ils n'arriveraient pas à renouer finalement. Voilà, c'est ça. Certains parviennent à renouer un peu de contact, mais beaucoup, on a dû les aider à accepter que c'était pas ça voilà, qu'il fallait mieux qu'ils acceptent, que de toute manière, 10 ans étaient passés, 15 ans étaient passés, et que l'idée qu'ils avaient qu'ils retrouveraient les choses comme quand ils avaient 15 ou 18 ou 20 ans quand ils sont partis, c'était pas le cas. Alors donc le travail, comment faire, c'est travailler à d'autres appartenances, travailler à faire ce travail de deuil et d'acceptation de ça, aussi leur faire éprouver par des expériences diverses et variées que ils ont d'autres choses à expérimenter, enfin à voir, à vivre, et que à 30 ans on n'est pas pareil qu'à 20 ans, enfin chose qu'on a tendance à oublier quand on consomme tous les jours, quoi. Enfin, Éventuellement, un des aspects du travail, c'est aussi la relation précisément qu'on propose aux gens, la relation dans laquelle on les invite, la qualité de cette relation, plus ou avant même le contenu.